Sur cette vidéo, j'aimerais te répondre à plusieurs questions comme ça qui me reviennent à chaque fois sur les idées de business. Beaucoup d'entre vous, tels que la diaspora, vous m'écrivez par mail de vous donner des conseils par rapport au business sur l'immobilier, sur les business des services. En ce moment, c'est le VTC, c'est les transports, sur tous les business de services. Beaucoup d'entre vous, et voilà, la question qui me revient, c'est est-ce que c'est rentable? Donc, sur cette vidéo, je vais répondre à ces questions-là. Et mon conseil que je vais vous donner pour 2023, les deux secteurs sur lesquels il faudrait absolument aller investir votre argent si vous voulez devenir riche en Afrique. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse justement détailler le fond de ma pensée. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces de business, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur laquelle nous sommes sur une superficie de 5 hectares en production. Nous sommes sur la culture du palmier à huile. Nous sommes aussi sur une superficie de 30 hectares en production et nous avons une unité de production en huile de palme. Nous sommes sur la culture de la Garcinia cola, comme on appelle Bita cola ou soit petit cola, sur la culture de la cola communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, petite parenthèse aussi, comme je vous l'ai dit, pour l'année 2023, je prends l'engagement, c'est-à-dire que de mettre des formations. Donc, il faudra regarder sur la barre de description, tu verras mon mail, envoie-moi le mail et dis-moi la spéculation qui t'intéresse, sur laquelle tu aimerais te former. Donc, comme je dis, je mettrai des formations. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, pour répondre à cette question-là, la question ici n'est pas quel est le business qui donne de l'argent. Parce que beaucoup de personnes, des personnes de la diaspora, j'ai constaté, veulent se lancer tout simplement en disant quel est le business qui donne de l'argent. Ce n'est pas la bonne approche. Si tu veux aller entreprendre, il ne faut pas confondre vouloir de l'argent et aller entreprendre. L'entrepreneuriat est différent de la personne qui est dans le besoin d'argent. Aller entreprendre ici, c'est d'aller répondre à un besoin, d'aller apporter une solution. Mais si tu es dans l'optique de la recherche d'argent, si tu es dans l'optique du besoin, c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu as du mal, par exemple, à joindre les deux bouts. Tu as besoin de liquidité. L'entrepreneur n'est pas pour toi. Je vais plutôt te demander d'aller peut-être chercher maintenant des activités qui vont te générer, c'est-à-dire que des revenus. Tu iras, par exemple, peut-être faire le commerce. Là encore dessus, c'est-à-dire que quand je parle de commerce, certaines personnes de la diaspora aussi ont une mauvaise approche. On dit on va aller impacter l'Afrique, on va aller investir en Afrique. Je veux venir aller contribuer, mais en ayant le logiciel occidental. Tu vas venir impacter, c'est-à-dire que contribuer, mais en allant faire des business qui n'impactent pas réellement, c'est-à-dire que l'Afrique. Moi, je vais te conseiller, si tu es dans l'optique, que tu es dans le besoin d'argent, il y a des business qui impactent directement l'économie de ton pays. Tu es au Cameroun, tu peux commencer déjà à vendre les produits locaux, les produits du terroir. C'est ça ma philosophie. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous sommes fonctionne par idéologie. Il y a une philosophie pour chaque, je veux dire pour chaque communauté. Il n'y a que chez nous, nous n'avons pas de philosophie, nous n'avons pas d'idéologie. On va comme ça, c'est-à-dire que ramasser tout type de business. On vient ramener, c'est-à-dire qu'en Afrique, qui généralement, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec notre univers, ça n'a rien à voir avec notre contexte.
Tout simplement parce que nous faisons partie de la diaspora, on a vu que le business marche ici en Occident. On vient justement transposer le même business en Afrique sans prendre, je veux dire, prendre compte du contexte et des réalités socio-économiques de nos différents pays. Tu veux peut-être aller te lancer en immobilier. Mais quel type d'immobilier? Quand j'entends des fois la diaspora parler, ben on va aller faire du Airbnb, on va aller faire des logements, au standing, on va aller faire. Mais tu parles pour quel type de clientèle? Et la diaspora, le type de business qu'on fait, on fait le business uniquement pour la diaspora. Je suis dans un pays comme le Cameroun, qui a 26 millions d'âmes, mais moi je viens me lancer en immobilier, mais en comptant uniquement comme clientèle la diaspora. La diaspora camerounaise représente quelle masse de population au Cameroun? C'est comme ça que tu dois réfléchir quand tu vas aller faire l'immobilier. La diaspora camerounaise représente quelle masse de population en termes d'immobilier? Tu vas te lancer en immobilier pour servir uniquement la diaspora. Quand je dis au Cameroun, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Sénégal, ça peut être partout dans nos grandes capitales africaines. Lorsque vous allez vous lancer en immobilier, vous ne pensez qu'à la diaspora. Oui, parce que c'est cette diaspora qui a le pouvoir d'achat. Mais vous oubliez que l'Afrique est constituée à 80%, la population africaine est rurale. Donc tu prends 80% de la masse de consommation, tu zappes, et même que dans nos capitales, les 20% restants ne sont pas capables justement de souscrire aux services que tu vas proposer. Ça peut être l'immobilier, ça peut être les VTC, aujourd'hui les services, tous ces services que vous faites, qui ne tiennent pas compte des réalités. On sait comment ça va finir. Moi, je sais généralement comment ça va finir. Parce qu'on ne prend pas compte des réalités socio-économiques. On ne prend pas compte des réalités. Savoir que dans nos pays, nous avons 80% des personnes qui vivent en zone rurale. On ne prend pas compte que nos différents pays, le chômage frise des fois les 90%. Tu vas investir sur des services haut de gamme en ayant une population à 90% rurale, en ayant un taux de chômage de 80%, voire 90%. On va que des fois souscrire les services aujourd'hui haut de gamme. Quels sont nos états de route? Quand on parle en termes de VTC automobile, c'est quoi les états de route? Donc, vous voyez que tu fais un business qui ne cible que la diaspora. Et la diaspora est au pays pour combien de temps? La plupart du temps, c'est 2 semaines, grand max. Donc, tu vas faire un business sur lequel ton taux de remplissage, ce n'est que sur 2 semaines. Et le restant du temps, ta maison, tes logements, c'est occupé par qui? Ton business tourne comment? On sait comment ça va finir. Et puis, c'est des business aussi. Pour la mise en application, ça demande des sommes colossales. Combien as-tu dans ton... Est-ce que tu penses que tu vas comme ça passer le temps à épargner pour aller immobiliser, aller mettre de l'argent dans l'immobilier en Afrique? J'ai dit qu'en Afrique, les banques ne t'accompagnent pas. Et qu'aujourd'hui, si tu vas avoir un bien de qualité, il faudrait que ce soit bien situé et il faudrait que ce soit dans nos capitales. Et ça chiffre en centaines de millions de francs. Ce que tu n'es pas à même d'avoir. Donc, ici encore, je parle de stratégie. Et c'est quoi l'idéologie derrière? Quand tu vas investir en immobilier, quand tu vas investir sur ces services-là, quelle est l'économie que tu sers? C'est là où je dis encore que nous ne sommes pas stratèges. On n'a pas une réelle idéologie. C'est pour ça que nos économies sont faibles. Parce qu'on passe le temps à servir l'économie des autres, à travailler pour les autres. Quand tu vas acheter des véhicules, quand tu vas construire une maison, dis-moi que pour la construction d'une maison, quels sont les matériaux fabriqués chez nous sur place? Pourtant, c'est nous qui avons toutes les matières premières.
Mais quand tu parles de la tôle, du ciment, du béton, du fer, du carrelage, du vitrage, tout est importé. Tout est importé. C'est bien, tu auras ce building-là. Mais tu vois que c'est un argent qui va plutôt aller vers l'extérieur. Tu vas peut-être dire, oui, j'ai acheté le matériel chez le quincailler. Mais sauf que le quincailler, lui, il importe tout ce matériel-là. Voilà comment est-ce qu'on fait tourner l'économie extérieure au détriment de notre économie. Quand tu mets un immeuble, un building, combien d'emplois tu crées? Oui, spontanément, sur les emplois, tu as dit qu'indirect, tu vas faire, mais une fois le building est, ça crée combien d'emplois? Ça ne crée pas autant d'emplois. Donc, pour pouvoir sortir l'Afrique, nos différents pays, je vais dire de la pauvreté, pour pouvoir impacter, je vais dire aujourd'hui, nos différents pays en Afrique, les deux secteurs sur lesquels il faudra aller investir massivement, c'est le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Il faut comprendre que l'élevage et l'agriculture, ça marche de pair. Quand je dis ici que deux secteurs sur lesquels il faudra aller investir massivement, tu seras tenté à me dire, mais Thierry, mais tout le monde ne peut pas aller faire l'agriculture, tout le monde ne peut pas aller faire l'élevage. Ah Thierry, moi je suis ici en Occident, mais comment je peux faire? Le problème c'est que quand je dis élevage et agriculture, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit se retrouver dans la production. Ceux qui savent déjà bien faire la production peuvent rester tels qu'à produire. Ceux qui ont la fibre de produire se doivent devenir se greffer dans la production. C'est pour ça que j'offre l'opportunité en disant, je partage mon expérience, en disant on se doit devenir produire parce que lorsqu'on est dans la phase de production, l'agriculture aujourd'hui, c'est le secteur, l'agriculture et l'élevage, c'est les secteurs qui peuvent comme ça désengorger, c'est-à-dire que le chômage de masse. J'ai dit en amont qu'en Afrique, nos pays sont à 80% rural. Vous voyez que tu vois qu'on se doit d'abord de venir déjà occuper d'abord ces bras-là. On se doit de venir donner du travail aux personnes qui sont en zone rurale. Donc aujourd'hui, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'élevage. C'est de penser notre mode d'élevage. C'est pour ça que j'ai pris plus de 2 ans à t'éduquer dans ce sens-là. Que ce n'est pas la peine d'aller faire du copier-coller. Ce n'est pas la peine de dire que je n'ai pas les moyens. Tu n'as pas besoin de commencer avec les gros moyens. Tu commences petit quand c'est l'élevage. Je t'ai donné des idées d'élevage de poules de village, de poulets biologiques, des poules locaux ou des poules locales, où tu peux commencer avec 20 poules et monter crescendo. C'est de se visualiser, c'est d'avoir une vision. Parce qu'une fois que tu commences avec 20 poules et qu'au bout de 2 ans, tu te retrouves avec 3000, 4000 poules, tu as déjà une base. Tu as déjà, c'est-à-dire que voilà, une expérience, des compétences. Tu peux en ce moment venir voir des investisseurs, tu peux aller voir une banque. Sur la base de ton expérience sur 2 ans, la banque peut t'accompagner. Bien que ce soit, c'est-à-dire que des fois des trucs à risque, mais tu as déjà une assise. C'est pareil pour l'agriculture. Tu commences petit, c'est pour ça que je dis que l'agriculture, ce n'est pas une question de superficie. Tout dépend encore des cultures que tu vas choisir. Je te dis, avec la culture du poivrier, sur 1000 mètres carrés, tu génères des millions. Tu génères des dizaines de millions. Sur 1 hectare, tu génères, c'est-à-dire que des millions d'euros. Sur 1 hectare. Alors que sur d'autres spéculations, tu as besoin, c'est-à-dire que de 400, 500 hectares. Quand il s'agit ici des céréales, telles que le blé, telles que le soja, telles que le colza, telles que le tournesol, telles que le blé, où ça demande une forte mécanisation, où un tracteur, c'est minimum 300 000 euros. Tu vois que si tu n'es pas stratège, tu ne peux pas. Et si tu vas dans le coup que bon, c'est parce que ça demande beaucoup d'argent, on ne peut pas. Ah non, c'est parce qu'il faut que notre agriculture soit mécanisée, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Non. Pourquoi je te dis donc maintenant que c'est le secteur sur lequel tout le monde peut aller. C'est le secteur qui peut comme ça désengorger, c'est-à-dire que le chômage. Il faut comprendre que
Chez nous, en Afrique, le problème qui mine notre agriculture, ce n'est pas le manque de production. On produit. Maintenant, tout dépend de les lunettes que nous mettons. Si on va plutôt adopter la philosophie occidentale en disant que non, il faut plutôt être sur une agriculture industrialisée, mécanisée, sur les monocultures, répondant sur l'idéologie de la productivité, il faut savoir qui est-ce qu'on sert. Aujourd'hui, notre agriculture a plutôt besoin d'être structurée. Je m'explique. Ça veut dire, toi qui es ici en Occident, je vais déjà te dire que chaque année, nous perdons comme ça 55% de nos produits sont perdus post-récolte. Je m'explique. Ça veut dire que pour un agriculteur qui produit, ça peut être des fruits, donc tout ce qui est arbre fruitier, ça peut être dans le vivrier, ça peut être dans le maraîchage. On a comme ça 55% de nos produits qui périssent post-récolte. Parce que beaucoup d'entre nous, pour l'instant encore, on cultive en Afrique par rapport à la météo. Tu vois, le fait qu'on cultive par rapport à la météo, on cultive tous au même moment et on récolte tous au même moment. Ce qui fait que les vivres se retrouvent au marché au même moment. Ce qui fait qu'il y a abondance de vivres au marché. Et comme nous n'avons pas le contrôle sur la conservation, sur la production, les produits périssent. Il y a aussi un autre problème, un autre facteur, qui est la logistique. Certains ont des zones de production très très éloignées des grands marchés. Des fois à 200 km, 300 km, le temps d'acheminer les vivres, comme nous n'avons pas de bonnes routes, les vivres périssent en chemin. Comme nous n'avons pas la logistique, les vivres périssent aussi. Donc tu vois, tout ce que je cite là, c'est des chaînes de valeur. Aujourd'hui, si tu dis, tu n'as pas envie de produire, tu n'as pas envie de te retrouver dans la production, tu peux aujourd'hui, si tu as une expertise dans la logistique, tu peux venir contribuer, venir ouvrir une société de logistique en mettant les camions à disposition des producteurs. Donc tu pourras comme ça acheminer les vivres au marché. Toi qui es là, tu dis que tu n'as pas cette fibre-là de venir produire, tu peux te dire tel que je t'ai expliqué, qu'on a du mal. Nos produits périssent parce qu'on n'a pas les techniques de conservation, que la plupart des produits que nous produisons, pardon, de la tautologie, c'est des produits naturels, c'est des produits frais, c'est des produits qui sont périssables. C'est des produits qui n'ont pas une durée de vie très longue. Des fois, c'est 3 jours, des fois, c'est 4 jours, des fois, grand max, une semaine, ça commence à périr. Les produits tels que le manioc, le macabo, le taro, l'igname, les bananes plantains, tu vois, les pommes de terre, c'est des produits qui sont périssables. La tomate, tous ces produits-là, lorsque tu vas dans le maraîchage, c'est des produits qui tournent rapidement. Donc, ce que tu peux faire, c'est de venir dire, toi, tu viendras plutôt te greffer sur la phase de transformation en créant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une industrie sur sur l'agro-industrie, l'agroalimentaire. Quand tu viens te calquer sur l'agroalimentaire, quelle est la chaîne de valeur que tu vas créer? Tu vas créer une chaîne, tu vas venir faire travailler les artisans, parce que le but ici, c'est de faire travailler nos artisans. Nos artisans vont fabriquer des machines, vont concevoir des machines, même s'il faille importer les premières machines, c'est-à-dire que de l'Occident. Mais le but ici, c'est de faire en sorte que nos artisans travaillent. C'est de faire tourner l'économie interne. Nos artisans vont concevoir des machines. Nos maçons vont pouvoir construire des bâtiments. Ça va faire travailler plusieurs corps de métier. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Tu as une expertise aujourd'hui en architecture. Tu peux venir concevoir, c'est ton marché, venir concevoir les industries. Tu conçois avec les normes, tout requises. Toi qui es de la diaspora, toi qui as fait les études sur ce domaine. Tu vois, c'est ça les chaînes de valeur. Les personnes qui vont travailler on aura comme ça des ouvriers, ça va désengorger nos différents villages, les différentes régions,
les personnes vont travailler. On aura des techniciens. Justement, nous avons des techniciens aujourd'hui, des jeunes qui ont étudié et qui n'ont pas de travail. On a des techniciens, et des électromécaniciens, des informaticiens. On aura comme ça des électromécaniciens, comme j'ai aussi cité. On aura des vendeurs. En ce moment, tu vois, toi, tu es en train de faire la vente. On aura des vendeurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut se spécialiser. Tu peux créer ton cabinet, c'est-à-dire que de vente, où tu viens accompagner les personnes à vendre. On pourra dire que tu es spécialisé, tel qu'aujourd'hui, dans le milieu digital. Oui, le milieu digital, on en a besoin aussi dans tout ce qui est agroalimentaire, dans tout ce qui est agriculture. Parce qu'il faut pouvoir aussi aujourd'hui travailler avec la technologie. Tu viendras comment montrer au producteur comment vendre son produit sur le digital. On aura les web marketeurs, on aura les designers. J'ai dit on aura, c'est-à-dire que dans la communication, c'est-à-dire que la publicité, c'est-à-dire que des publicitaires, on aura des commerciaux, on aura, je veux dire, des marketeurs, des communicants. Tu vois, c'est autant de corps de métier que vous faites déjà ici en Occident, que vous pouvez venir implémenter, c'est-à-dire que justement, en Afrique. Mais cette fois-ci, avec nos chaînes de valeur endogènes. Et tu vois que quand on prend ça comme ça, de façon pensée, et que la richesse, cette fois-ci, est redistribuée à partir de la base, tu vois que des personnes qui sont en zone rurale, parce que nous, les industries, il faudra cette fois-ci les mettre dans des régions, dans l'arrière-pays, pouvoir faire travailler les personnes. Donc, lorsque les personnes seront comme ça, auront une autonomie sur le plan financier, ces personnes seront à même aujourd'hui, vont commencer à chercher où se loger. C'est en ce moment que on pourra te dire que justement, et petit rappel, il faut savoir que là où se trouve une industrie, la ville se crée. Là où se trouve une industrie, la ville se crée. C'est les écoles, c'est les logements, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est l'éclairage, c'est les eaux de qualité. C'est comme ça qu'on pourra, c'est-à-dire que justement, de façon stratégique, créer des grands, je veux dire, créer des villes un peu partout et élever le niveau du pouvoir d'achat. En ce moment, tu pourras peut-être venir investir dans le domaine immobilier, dans l'arrière-pays, parce qu'il y aura le pouvoir d'achat, il y aura ce besoin de se loger. Ce qui n'est pas le cas présentement parce que tout le monde veut aller investir dans les grandes villes et il n'y a plus de place. Et il n'y a plus de place. Et aujourd'hui, ces investissements ne profitent qu'à une minorité de personnes. Or, lorsque tu vas dans le domaine agricole et le domaine de l'élevage, tu impactes tout le monde. Parce que les gens ont besoin de se nourrir. Les gens ont besoin de manger. Ce que je dis pour l'élevage, ça vaut pour... Ce que je dis pour l'agriculture, ça vaut pour l'élevage. C'est le même mécanisme. Tu n'es pas obligé de venir élever. Tu peux te greffer aujourd'hui à apporter plutôt de la plus-value sur la chaîne de valeur. Voilà pourquoi je dis, voilà deux secteurs sur lesquels, si tu veux te dire que investir ton argent, tu te dois de penser la chose et de venir te greffer là-dedans. Parce que nous sommes aujourd'hui 1,5 milliard. 1,5 milliard. En 2050, on sera 2,5 milliards. Ça veut dire que c'est un pouvoir, c'est un marché. C'est un marché de consommation. Et tu vois qu'aujourd'hui, on importe tout. On importe tout. Tous nos besoins de consommation sont importés. Aujourd'hui, on travaille pour les autres. Tiens, prends l'exemple sur un business comme le cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont en tête. C'est un marché de 100 milliards de dollars, mais qui ne profite pas à l'Afrique. Nous produisons les fèves et on vend les fèves aux pays occidentaux qui vont transformer en plusieurs produits dérivés qui ont des industries, ces industries qui emploient, c'est-à-dire que justement, les populations, c'est-à-dire que d'ailleurs, 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars. Tu te rends compte?
Je peux te citer comme ça plusieurs. Tu as l'EVA, tu as le cacao, tu as le café, tu as le coton, tu as l'arachide, tu as la nacadie, les noix de cajou. Voilà autant de business qui nous échappent. C'est pour cela que moi j'ai créé la chaîne et c'est pour cela que je me suis lancé de façon pensée, de façon stratégique, en allant faire comme ça nos produits du terroir, en produisant le poivre, qui est la troisième épice la plus chère au monde, qui est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est pour cela que je l'ai fait en disant que ça va me générer quand même des ressources où après je pourrais diversifier. C'est pour ça que je suis allé faire la culture du palmier à huile. Parce que c'est des cultures sur lesquelles nous avons le contrôle. Et que tout l'argent que j'ai investi est allé à l'économie réelle du Cameroun. Les artisans, l'État du Cameroun, c'est l'argent réel qui profite et qui bénéficie à l'économie du Cameroun. C'est comme ça qu'on se doit de penser si on veut développer tel que nos pays. Et tu vois en ce moment, si tu as comme ça une industrie, tu peux en ce moment créer des cités. Tu ne vas pas plutôt aller faire du Airbnb, tu ne vas pas plutôt aller faire le logement meublé, tu peux en ce moment te transformer en promoteur. Et moi, c'est ce que je vais faire. Parce qu'une fois que j'ai une industrie, une fois que j'ai des personnes qui travaillent, j'apporte de la dignité, je peux aussi aujourd'hui aller créer plutôt des logements sociaux. Aller créer des logements, parce que le but ici, ce n'est pas de courir après l'argent, l'idée c'est d'immobiliser l'argent. Je vais comme ça acheter une dizaine d'hectares où je construis des logements afin de permettre à nos concitoyens, c'est-à-dire que de pouvoir trouver des logements décents. C'est ça aussi, c'est ça un entrepreneur. C'est bien de gagner l'argent, il faut aussi comprendre que dans l'entrepreneuriat, il faudrait aussi avoir cette fibre sociale. Quelle est la part que tu restitues aussi à la population? Beaucoup vont se dire, je vais gagner. Mais qu'est-ce que tu apportes aussi à la cité? Il faut savoir que c'est du donnant-donnant. Donc voilà comment voilà comment je vais répondre à la question qui est Thierry, mais tu me conseilles quel business Thierry? Non. On se doit aujourd'hui de faire des business qui vont nous bénéficier. Parce que tant qu'on n'est pas en train de faire ça, on aura tout le discours que ce sont eux qui viennent prendre, ce sont eux qui font, c'est à cause d'eux, c'est à cause de... Mais comment nous on pense? On pense toujours avec le logiciel occidental. Ceux qui viennent de la diaspora pensent toujours avec le logiciel occidental. Vous voulez venir faire du copier-coller des business qui ne tiennent pas compte du contexte économique, contexte socio-économique, des réalités. Vous venez juste uniquement faire des business pour vos capitales. Il y a combien de personnes dans les capitales? Et les personnes qui sont à l'arrière-pays, on se doit aujourd'hui de faire des business qui vont bénéficier aussi, surtout à la population rurale. On se doit d'élever le niveau. Parce qu'on ne peut pas aussi aujourd'hui dire que nous sommes en arrière. Dans l'Afrique, oui, parce qu'on ne prend pas compte des 80% de la population qui sont dans l'arrière-pays. Aller mettre des industries dans l'arrière-pays, c'est apporter le développement, c'est apporter, c'est-à-dire que justement, élever le niveau de vie. C'est les écoles qui vont se faire, c'est lutter contre l'analphabétisme, par exemple. C'est les écoles qui vont se créer, c'est les hôpitaux. C'est d'avoir des hôpitaux de qualité, donc apporter la santé. C'est d'avoir des eaux de qualité, c'est apporter une eau de qualité, c'est chasser la maladie, c'est chasser la pauvreté. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Et lorsqu'on pense comme ça, de façon mécanique, le PIB monte. C'est M. Aliko Dangote qui a dit, lui aussi il est de cet avis, que c'est l'agriculture qui pourra lutter contre le chômage. C'est l'agriculture qui pourra, comme ça, apporter justement cet effet levier-là. Il a pris l'exemple, il était bien placé. Hein. Il a dit, pour sa raffinerie qu'il a créée, tu sais que c'est lui qui a la plus grosse raffinerie au monde aujourd'hui. Hein. Il a investi 12 milliards de dollars pour la mise en route de la raffinerie. Il lui a fallu 12 000 emplois. Mais sur les 12 000 emplois, il ne va que retenir 3 000 emplois directs.
il a dépensé 12 milliards de dollars. Pour la construction de la raffinerie, ça lui a pris 12 000 emplois, mais en emploi direct, il n'y aura que 3 000. En même temps, il explique qu'il investit dans le domaine agricole. Tu sais qu'il est dans le sucre, il est dans la tomate, il est dans le secteur agricole aussi. Il a investi 3 milliards, mais il a créé 153 000 emplois. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il a investi dans son domaine, tu vois, ces industries agricoles, 3 milliards de dollars. Mais pour ces 3 milliards de dollars, ça emploie 153 000 personnes. Tu imagines donc, s'il y avait plusieurs personnes comme ça, comme M. Aliko Dangote, on règle le chômage et c'est le niveau de vie des personnes qui s'élève. En ce moment, on peut se permettre d'investir en immobilier, d'investir à toutes ces commodités de services. Parce qu'en ce moment, il y a de la demande. Il y aura de la demande. Et une demande interne, locale, qui va consommer à tout moment. Parce que nous sommes en train de faire en ce moment où on fait des business de saison. On ne compte que sur une diaspora qui ne vient que de façon saisonnière. Pour moi, c'est des business qui... On sait comment ça va finir. On va se lancer sur des constructions des fois qui ne finissent pas. Vous ne voyez pas des chantiers comme ça qui pullulent, des immeubles qui ne finissent pas, des immeubles qui sont là depuis 20 ans, on ne voit pas la fin du chantier, des immeubles qu'on va construire, c'est-à-dire que parce qu'on n'a pas les moyens, ça s'écroule à chaque fois. Des immeubles qu'on va construire des fois dans des zones non constructibles, dans des marécages, tout simplement parce qu'on veut monter l'immeuble, avec des économies, c'est-à-dire que sur le matériel de qualité, et qui s'écroulent comme des châteaux de cartes. On se doit de penser notre business, on se doit de penser les choses avant de les faire. Donc, les deux secteurs qu'il faudrait absolument, c'est-à-dire que tu mettes ton argent pour 2023, si tu veux devenir riche, pour moi, c'est l'agriculture et l'élevage. Voilà, tel que mon plaidoyer. Dis-moi sur les commentaires si tu partages mon avis. Je suis curieux aussi de te lire dans les commentaires. Comme je t'ai aussi dit, regarde sur la barre de description, j'ai mon mail. Dis-moi, c'est-à-dire voilà, quelle est la spéculation qui t'intéresse, sur laquelle tu aimerais te former. Écris-moi. Comme je t'ai dit, cette année, je mettrai des formations. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de cette information-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement, afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.